Donc, on va commencer par cette première partie, la géographie à l'ère du web, et d'abord du web 1.0 au web 3.0. On parle même aujourd'hui du web 4.0. Donc, ce qui a changé, c'est qu'au départ, on avait un contenu web qui a été diffusé exclusivement par des développeurs et des techniciens web, et les sites correspondaient beaucoup plus donc, à des sites de compagnie, des organismes publics ou privés. À partir de 2004, donc, on a remarqué le changement avec des nouvelles applications qui ont permis finalement aux internautes de publier, de contribuer, d'être acteurs dans ce web. Donc, on parle désormais du web 2.0. Après, à partir de 2016, donc les informaticiens, ceux qui s'intéressent donc à cette évolution dans ce web-là, commencent à parler du web 3.0. Et donc, ce web 3.0 a permis finalement de personnaliser les données, de connecter les objets. On est dans le domaine des applications. Un schéma qui schématise à peu près l'évolution du web 1.0 vers le web 3.0. On voit bien, par exemple, en 2016, le rôle des utilisateurs qui s'est développé. On voit pas pourquoi on parle de ce web 2.0, parce que finalement, on parle d'intelligence collective. Et lorsqu'on parle d'intelligence collective, on peut citer Maurice Maud, qui est un géographe qui s'intéresse donc à cette question de l'Internet aujourd'hui, la géographie d'Internet, etc., qui dit à propos de l'intelligence collective, donc je cite, la capacité des individus à s'informer, à se coordonner et à coopérer est tellement rapide que l'économie, la culture et la technologie sont transformées par la généralisation de l'intelligence collective à l'ensemble des pratiques individuelles. L'idée, après, c'est que malgré l'éloignement géographique, le web a permis le partage des expériences, ce qui a donc permis finalement d'approfondir la connaissance liée à un espace. Donc, ce schéma pris donc d'un livre du livre de Maurice Bud qui finalement montre la connexion entre l'espace qu'on connaît et donc l'espace après Internet, et au milieu on voit bien le lieu d'interaction entre Internet, entre le réseau et entre l'espace sur lequel on travaille et on s'intéresse. L'intelligence collective, on l'appelle aussi le crowdsourcing. C'est quoi le crowdsourcing? C'est l'action du groupe pour travailler sur un projet. Le crowdsourcing peut être actif lorsqu'on travaille ensemble pour trouver une solution à un projet. Le crowdsourcing passif, lorsqu'on essaie d'interpréter juste des résultats. On peut citer quelques exemples de crowdsourcing, quelques exemples de contribution des internautes sur le web, WikiLeaks, Wikipédia, OpenStreetMap, TripAdvisor, YouTube, etc. Donc, TripAdvisor forme ce qu'on appelle la base de ce qui est Web 2.0 aujourd'hui. Le web permet donc d'analyser les dynamiques socio-spatiales. On va voir quelques exemples comment, à travers le web, je dis bien le web, donc je ne parle pas, je ne suis pas en train de parler de ce qui s'est passé à partir du web 2.0. Le web a permis donc de retracer les mobilités des pêcheurs carkéniens, Carquena, la petite île donc au milieu du golfe, un archipel au milieu du golfe de Cavès. Donc la population de cet archipel, 15 501 habitants donc, en 2014, dont 42% qui travaillent dans le secteur de la pêche. Il y a des conditions difficiles, il n'y a pas d'horizon marin, il n'y a pas d'horizon terrestre, on peut dire qu'il y a pas où ils sont vraiment limités. Et pour s'adapter à ces conditions difficiles, les Carquéniens donc ont utilisé la mobilité en quête des compagnes de pêche. Ils se déplacent à la recherche des compagnes donc, de pêche, donc ce qui marque une adaptation face à l'avarice de la nature. On va donc présenter un exemple de cette mobilité liée aux compagnes de pêche. Après la fin de la pêche au poulpe, ils se déplacent petit à petit, à partir du mois d'avril,
pour les compagnes de crevettes. Donc, ils partent de leur côte, des îles Kerguina, ils se dirigent petit à petit vers la Skira, donc au large donc la ville de Skira, donc à des dizaines de kilomètres donc, de la ville, au sud de la ville de Sfax, pour aller petit à petit vers l'île de Djerba. Là, donc, on peut voir un exemple d'une photo anonyme qu'on trouve sur Internet, et là, on voit bien, ce sont les pêcheurs carquiniens qui arrivent dans cet espace qu'on appelle la Seigle, donc en pleine zone touristique, au niveau du phare de Midoun, et en fait, ils viennent tous les ans au mois de mai pour suivre leur campagne de pêche. Cette photo, donc, prise en 2002, hein, c'est une photo personnelle, donc on voit bien qu'ils attendent les intermédiaires pour acheminer donc, leurs crevettes, etc. Ce qui change, c'est qu'avec Google Earth, avec en fait les images historiques de Google Earth, on peut finalement aussi vérifier ces mobilités. Et par exemple, en mai 2008, on voit bien qu'il y a une soixantaine de barques, ce sont des Kerguiniens qui sont venus pour cette campagne de pêche. On voit la même chose à peu près donc, au mois de mai 2010, Google, donc les images historiques aussi. Mai 2017, on voit rien, il n'y a plus de pêcheurs Kerguiniens, donc il y a quelque chose qui s'est passé. Et on va essayer de vérifier ces informations, et il s'est avéré qu'il y a eu un problème. Donc on retrouve l'archive du journal Le Temps donc, du mois de mai 2013, et on parle de quoi? De la colère des pêcheurs kerguiniens qui ont été refoulés à Kerguina par les Djerbiens. Et la situation dure depuis. Donc ça, c'était l'exemple des mobilités de pêche à Kerguina. On va encore un autre exemple qui montre l'utilisation du web pour la bonification des terres, et surtout, je parle bien d'une agriculture informelle à Ganouche, donc au nord de la ville de Gamès. Ganouche est une délégation donc, du nord de la ville, donc le long de sa côte. Depuis quelques années, depuis on peut dire 2 décennies, il y a une agriculture qui s'est imposée, qui s'est développée, et les observations de terrain ont montré qu'on est autour de, on peut parler de 600 hectares de superficie qui ont été bonifiés tout au long donc, de la côte au nord de la délégation de Ganouche. On a essayé de vérifier ces données-là et on a pu remonter à travers donc, Google, les images historiques de Google, donc ces superficies, on a pu même les mesurer et on trouve que finalement on a 1116 hectares de terre donc, qui ont été donc, exploités par cette agriculture informelle. Le web aussi sert donc, pour enseigner la géographie, on peut avoir ces exemples-là, donc on peut demander à faire un travail et éventuellement visualiser, par exemple, demander un travail de visualisation, donc, et cet exemple qui a été donné pour utiliser Google Street View pour finalement voir directement le paysage sur place. Là, c'est un exemple de CBD, quartier d'affaires, donc avenue Paulista au Brésil. Ce qui change à partir du web 2.0, c'est que cette géographie permet donc une relecture des espaces géographiques. Et on va voir maintenant l'exemple de TripAdvisor, ce qui a changé. Donc, avec TripAdvisor, on a mené donc une étude sur TripAdvisor. Pourquoi TripAdvisor? Parce que TripAdvisor aujourd'hui, c'est ce site américain qui inspire 74% des voyageurs et influence 78% dans le choix des destinations de voyage. C'est un site qui finalement repose, qui se base sur le crowdsourcing, c'est sur les contributions des différents internautes. On parle donc des destinations, des hôtels, on est en plein cœur de l'espace touristique. On a mené un travail sur 112 hôtels à Djerba. On a choisi 4 hôtels avec donc 1043 commentaires clients sur cet échantillon d'hôtels. Et l'idée finalement c'était de voir les commentaires clients, la tendance, etc., etc. Donc on a compris certains éléments que
la tendance était, on parlait beaucoup plus de commentaires positifs pour juin et septembre, alors que pendant le pic de la saison touristique, les commentaires étaient beaucoup plus négatifs. La dégradation du service est expliquée entre autres par le taux de remplissage, mais aussi par le manque de personnel qualifié. Il y a d'autres études qui ont été menées en parallèle ou antérieurement pour expliquer cela. Donc, un exemple de ces commentaires-là. Donc, ces commentaires ont permis finalement d'avoir une information quotidienne actualisée sur ce qui se passe donc, en plein centre, en plein espace touristique. Et ces commentaires ont permis finalement d'avoir une autre idée et montrer d'autres logiques qui gèrent, par exemple, ici, à travers ce commentaire, on comprend un des problèmes du tourisme. On parle par exemple de l'harcèlement sexuel ici, à travers ce commentaire. Donc, on va voir un autre exemple avec l'exemple de YouTube qui montre finalement, qui arrive à dévoiler l'imaginaire des jeunes rappeurs tunisiens dans les périphéries des grandes villes. Donc, le rap, le hip-hop, donc pour les jeunes Tunisiens, c'est une tendance depuis quelques années. Le numérique a permis de comprendre ces logiques-là et on est en train d'étudier l'imaginaire de ces jeunes autour des quartiers périphériques de Tunis. Donc le hip-hop, ça s'est développé à partir des années 70 autour des quartiers, autour des grandes villes. Je cite le quartier de Harlem, du Bronx, etc. Donc en Tunisie, ça s'est développé depuis les années 90. Ça représente l'imaginaire des jeunes dans les espaces marginalisés, et ça demeure donc la voix des jeunes. Les 10 rappeurs donc, les plus écoutés sur YouTube ont 522 clips sur le site de partage. Et on voit un exemple d'après Social Debt, qui recense toutes les activités des médias sociaux, etc. Donc on voit bien que Balti, avec 660 millions de vues sur Internet, après Art Master, qui arrive à la 7e place avec 144 millions de vues sur YouTube. L'idée, c'est qu'à travers on a dressé une liste des différents rappeurs présents sur YouTube et on a essayé de comprendre finalement le nombre d'inscrits, le nombre de chansons qu'ils ont, le nombre de vues sur YouTube, etc. Et grâce, c'est vraiment la tendance qui montre qu'on est vers une tendance positive ou négative. L'exemple qui était plus marquant, qui parle de ces quartiers périphériques, des quartiers défavorisés, c'est l'exemple